Un autre projet de jeu sérieux qu'on a eu au centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Sud en collaboration avec des instituts en soins infirmiers. Donc en fait ça fait une très bonne transition par rapport à la présentation précédente. Et voilà, donc j'ai eu comment faire avec les flèches. Alors tout d'abord, bien sûr, l'état des lieux n'a pas vraiment changé puisqu'il y a toujours un nombre important de professionnels de santé. Et entre autres, pour la faculté de médecine Paris-Sud, il y a 11 IFSI qui sont donc affiliés et ça fait à peu près 3000 étudiants par an. Donc un nombre très très important. Donc finalement, la création d'un jeu sérieux permettait de produire un outil qui puisse être utilisé par un nombre important de professionnels de santé. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a décidé de développer ce jeu sérieux. Donc là, la présentation que je vais vous faire, c'est vraiment une présentation de développement du projet et pas du tout pour l'instant de mise en application de cet outil. Donc bien sûr, il faut quand même un apport financier. Donc on a eu, grâce à un appel à projet de l'ARS 2014, et une équipe pédagogique constituée à la fois de formateurs et médecins au centre de simulation de la faculté de médecine Paris-Sud, et également des équipes de formateurs des instituts de soins infirmiers, donc ceux d'Étampes, Paul Guiraud et Perret-Vaucluse. Les objectifs pédagogiques qu'on s'était fixés, c'était de deux types. Tout d'abord, donc ça ciblait les étudiants infirmiers, mais en fait, finalement, vous verrez que ce type d'outil peut être utilisé également pour la formation continue. Les objectifs pédagogiques étaient de deux types. Le premier, c'était d'améliorer la détection de la détérioration d'un patient. Parce que finalement, c'est un problème de santé publique. Quand on regarde dans les différentes études, surtout américaines, on remarque que dans les 24 dernières heures avant l'aggravation d'un patient, il y avait déjà des signes cliniques qui montraient qu'il y avait une détérioration de ce patient. Et finalement, tout ce travail de formation à la détection est très important pour qu'il y ait tout ce circuit de détection précoce qui soit fait, et soit de rapprochement de surveillance, soit d'appeler les médecins plus précocement afin de raccourcir ce délai. Deuxième élément qui est très important, à la fois pour la détection de la détérioration d'un patient, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est de travailler autour de la communication. Parce qu'on sait que souvent, il y a des erreurs, des mauvaises compréhensions qui sont dues à une mauvaise communication. Et il existe un outil qui est utilisé depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons, c'est l'outil en fait, qui s'appelle SBAR, c'est pour un acronyme, et il a été, je vais vous le détailler après, il a été traduit déjà maintenant, ça fait peut-être 2 ans, et il est sur le site de la Haute Autorité de Santé. C'est un outil, et donc c'est l'outil SAED. En fait, c'est juste un moyen mnémotechnique, c'est pour dire quand on doit transmettre un patient ou communiquer, on doit, c'est pour structurer son dialogue avec la situation pour le S, A, antécédent, E, évaluation, et D, demande, afin de standardiser vraiment ce type de communication interprofessionnelle. Donc bien sûr, ces objectifs pédagogiques étaient en lien également avec les compétences et les unités d'enseignement du référentiel de formation infirmier. On a donc commencé à développer ce jeu, donc en choisissant la société et également en décidant des modalités d'accès du jeu, donc un jeu en ligne depuis un ordinateur afin de faciliter finalement l'accès, et également toutes des réunions itératives pour développer ce jeu. Le nom, Lab4 Games Warning, pourquoi ? C'est uniquement parce qu'il y a pas mal de scores qui sont des scores, des scores justement de détection de l'aggravation d'un patient, ou en anglais c'est warning. 4 cas ont été développés, avec un cas d'hémorragie en post-opératoire d'une prothèse de hanche, un cas d'un enfant de 1 an aux urgences pour une gastro-entérite compliquée d'hypovolémie, et un cas d'un patient âgé qui est en EHPAD, dément, sous anticoagulant, et qui présente une aggravation neurologique à 48 heures après une chute. Et le dernier cas, un patient schizophrène qui est hospitalisé en psychiatrie, qui se complique d'un syndrome occlusif. Donc en fait, vous voyez des cas assez différents, c'était pour vraiment finalement pouvoir étudier différents types de dégradation de patients. Là, je ne vous demande pas de voir tout ça, mais en fait, ce qui était important dans l'algorithme de description du cas, c'est qu'on avait le patient qui va passer d'un état à un autre. Le premier état, finalement,
il va bien, il n'y a pas de constante, tout va bien. Et dans le deuxième état, il y a des petites choses qui commencent à aller un petit peu moins bien, c'est pas la catastrophe, mais des petites choses. Et donc c'est lors de la surveillance qu'il faut pouvoir détecter des petites choses qui sont plus vraiment dans la norme et savoir finalement agir en conséquence. Et bon, le dernier état, entre guillemets, qui est souvent l'état de la complication et donc de l'aggravation, où là, effectivement, il y a plein de choses qui ne vont pas pour le patient. Et pendant toutes ces étapes, il y a à chaque moment une possibilité d'appeler, par exemple, le médecin référent en utilisant l'outil de communication standardisé. Bon, alors on va juste passer rapidement, mais donc bien sûr, pour être le plus réaliste possible, des décors qui ont été créés pour représenter la chambre de l'hôpital ou, quand c'est le cas pédiatrique, l'environnement des urgences pédiatriques. Bien sûr, aussi à la fin du jeu, je vous montrerai un petit film rapidement. À la fin du jeu, un débriefing standardisé cas par cas. Donc en fonction du cas, il y a des éléments qui sont décrits, avec par exemple, entre autres, des exemples de pancartes utilisant des normes de couleurs en fonction de si la norme du patient, le paramètre vital, est un peu dévié par rapport à la norme, et aussi également une explication de ce qu'est l'outil de communication SAED avec un exemple du cas joué. Je vous le dirai, je vous montrerai la vidéo à la fin pour pas trop couper. Donc globalement, ce projet-là, il est en cours de finalisation, puisque on aura probablement les cas qui seront livrés fin janvier 2017. Que cet outil, l'objectif c'est de pouvoir l'intégrer rapidement, puisque c'est déjà prévu au sein des 4 IFSI qui ont travaillé autour de ce projet. Et bien sûr, là je vous ai montré la mise en place d'un jeu sérieux pour les étudiants en médecine, mais l'idée c'est de pouvoir évaluer son efficacité. Parallèlement à notre projet, il y a eu finalement plusieurs projets qui ont été également réalisés dans le monde, entre autres une équipe australienne qui travaillait déjà autour de la détection de l'aggravation d'un patient et qui, eux, jusqu'à il y a 1 an et demi, faisaient surtout avec des simulations haute fidélité. Et depuis 1 an et demi, il y a des articles qui sont sortis sur leur développement de jeux sérieux justement autour de la détection de l'aggravation d'un patient. Voilà, donc d'autres équipes aussi qui s'intéressent à ce sujet. Et donc pour prouver l'efficacité de ce type de jeu, il va falloir faire donc des travaux complémentaires et préciser un peu la place de cet outil chez les étudiants. Voilà, je vous remercie. Je vais vous faire une petite vidéo. Juste pour que vous voyez. Alors, donc là c'est le premier cas. Sur le cas une patiente qui vient d'être opérée d'une prothèse totale de hanche en programmé. Donc là, l'étudiant peut rentrer à juste l'histoire de la patiente succincte, et puis il peut aller commencer à l'examiner, donc interroger le patient. Donc bon, la limite c'est un menu déroulant, mais ça permet d'avoir des questions qui peuvent compter des points, d'autres non. Après, il peut pouvoir l'examiner. Alors là, c'était l'exemple de l'examen des pupilles, mais c'est pas forcément le plus adapté en post-opératoire. Mais en tout cas, il a un choix d'examens qui sont plus ou moins adaptés. Et l'idée, c'est que il oriente uniquement sur les examens qui sont pertinents, de vérifier qu'il bouge bien les jambes, de vérifier la perfusion, l'identitovigilance, les redons, le pansement. Et puis, par exemple, là, il revient faire son deuxième tour. Et là, entre-temps, on voit que le pansement a commencé à avoir du sang au niveau de son pansement, que les redons qui sont collectés donnent de plus en plus. Il y a tout un dossier de soins où il peut y avoir les transmissions ciblées qui sont écrites, les feuilles de surveillance et également les prescriptions médicales. Et puis la deuxième étape, qui était le deuxième objectif pédagogique, qui était autour de la communication. Alors quand il manque certains éléments très importants, comme par exemple elle n'avait pas re-regardé les redons avant d'appeler, on la réoriente, elle va perdre des points, mais on la réoriente pour qu'elle fasse les examens cliniques avant d'appeler le chirurgien pour transmettre les différents éléments. Et une fois que, entre guillemets, elle a fait les bonnes étapes, il va y avoir en fait une formation à cet outil qui est de reconstituer dans l'ordre et avec les mots importants la transmission qui va être faite. Et à la fin, donc,
il y a des points positifs et des points négatifs en fonction des différents examens qui ont été réalisés ou des différentes actions qui ont été réalisées. Donc ça, c'est le débriefing qui est standardisé et qui est différent, bien sûr, cas par cas. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur ce projet ? Alors moi, j'en ai une sur Oui. On voit qu'il y a tout un travail en amont, Oui. avant le logiciel. Donc, il y avait un responsable de projet, mais en gros, ça impliquait combien de personnes Alors, la rédaction du scénario, les différentes étapes il y avait 4 IFSI, il y avait 3 formateurs par IFSI, donc 12 plus 3 médecins. Donc voilà, on était à peu près 15. Et vous travailliez comment ? C'était chacun un chapitre ? C'était... Non, en fait, on s'était organisé pour essayer de simplifier. Il y a des réunions mensuelles où toute l'équipe était là, à peu près en général les 15, ou en tout cas un représentant de chaque IFSI. Et on s'était réparti un scénario par IFSI, sachant qu'il y avait un médecin qui supervisait... chaque IFSI, on s'était réparti les choses pour que ce soit un groupe homogène. Mais en fait, lors de ces réunions mensuelles, on revoyait tous ensemble le cas, tout le cas clinique pour valider ensemble les différentes étapes qui compteraient des points, les différents débriefings, etc. Donc pour qu'il y ait vraiment un consensus, mais pour simplifier les choses, on s'était quand même réparti chaque cas. Et dans votre expérience, par rapport à ce que vous aviez prévu comme temps à consacrer au développement, etc., est-ce que vous êtes dans les clous de ce que vous aviez prévu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dérapé ? Est-ce que non, il y a rien. Quelque chose qui était plus long que prévu ? Non, il n'y a rien qu'à déraper, c'est toujours plus long que ce qu'on prévoit, mais il n'y a pas eu... ce qui se passe aussi, c'est que même si on faisait des réunions mensuelles, quand on recommençait le cas avec une autre équipe, même si pourtant ils avaient suivi les réunions mensuelles, il y a un moment, il y avait une logique du scénario qui fait que on a envie que chaque équipe le fasse vraiment, mais des fois il y avait des incompréhensions sur la logique du scénario, donc il faut repasser derrière. Donc c'est surtout ça, en fait, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez prévu, une fois que vous allez l'utiliser sur le terrain, de revenir sur le scénario ? C'est possible ça ? A priori non. Enfin, on ne peut pas faire des corrections. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait des points qui seraient attribués, les types de questions. Oui. Est-ce que vous avez prévu qu'avec les étudiants qui vont s'en servir, de venir corriger, améliorer les scénarios ? C'est pas prévu. Là, on n'a pas prévu de remodifier les scénarios par rapport à ce qu'on a fait. Après, s'il y a certaines choses certaines incohérences importantes, il y aura des modifications qui seront faites secondairement. Mais là, on a eu en tout cas un consensus au niveau des experts qui ont fait les scénarios, sur les différentes étapes du raisonnement clinique et des examens qui devaient être faits, qui sont consensuels. L'expérience, quand même, on se trompe. Hein. Oui, même si vous avez 15 experts face aux étudiants. Ouais. Oui, non, je sais, puisqu'on a déjà eu... Ouais. Oui, voilà. Mais s'il y a besoin et si ça pose un problème en termes de raisonnement clinique, bien sûr qu'il faudra faire les modifications. Mais après, c'est pas prévu de faire une deuxième... Oui. Voilà. Bon, sauf si ça marcherait bien. Ah bah, oui, mais ça, oui, bien sûr. D'accord. Mais ça veut dire que le produit, c'est pas un produit final, quoi. Oui, d'accord. C'est surtout ça. Bien. Okay. Donc, des fois sur le scoring, parce que on a remarqué qu'on n'avait pas forcément tout le temps la même vision médicale et paramédicale. Donc c'était en ça où c'était aussi un challenge en termes de projet, parce que 15 déjà en nombre, c'est quand même assez conséquent. Et puis aussi, moi je suis médecin et j'avais jamais travaillé sur ce type de projet avec des formateurs d'instituts de soins infirmiers, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses. Moi j'avais peut-être une vision plus médicale au sens médecin, et elle d'autres visions, et voilà. Et donc finalement c'était rencontre de deux mondes, et ça a permis de donner ce projet et puis d'autres projets en plus en parallèle. Voilà, donc plutôt productif même en dehors du projet. Merci. Merci, donc on est parfaitement dans les temps. Là on va basculer sur la visio.